Alors, on va corriger le premier exercice de ce DN numéro 5. J'espère que tout va bien se passer parce que j'ai eu quelques mises à jour et ça a fait planter certains logiciels. Bon, bah, on verra bien. Il y aura peut-être des coupures que j'aurai du mal à reprendre, mais voilà, vous êtes prévenus. Donc, ce premier exercice, c'est un exercice de probabilité, un exercice sur un thème assez classique, à savoir la fonction génératrice. Donc, il y a pas mal de choses dont on a déjà parlé, de fonctions en rapport avec les probabilités. C'en est une nouvelle, qui n'est pas, comment dire, spécifiquement au programme, c'est-à-dire que vous n'avez rien à connaître dessus, mais comme c'est souvent le cas, en fait, on peut vous proposer des exercices sur des sujets un petit peu connexes à ce que l'on fait en classe. On vous donne les éléments qu'il faut et puis on vous demande de travailler avec des parties du cours. Donc, cette fonction en fait est définie comme étant la somme d'une certaine série en certains points pour lesquels évidemment il y a convergence de la série. La première question que l'on nous pose ici, alors ça commence mal puisque voilà, donc le problème est réglé, ça clique au bon endroit. Donc la première question, on nous demande de démontrer que cette fonction dite génératrice est définie en tout point de moins 1. Bon. Déjà, on a une série. Bon, on a la somme des p de x égale n, où x est une certaine variable aléatoire, multipliée par t puissance n. Bon. Déjà, on peut remarquer une chose, c'est que la somme des p de x égale n, c'est une somme, une série qui converge en fait, puisque on a des probabilités et x est une variable aléatoire. Bon, je vais commencer par écrire ça. On peut remarquer que la somme pour n positif dp de x égale n converge. Donc la série converge et sa somme vaut 1. C'est le principe des probabilités. Bon. Alors évidemment, il y a quelque chose qui nous embête là-dedans, c'est que c'est multiplié par t puissance n. Donc ça peut modifier un petit peu les choses. Et puis le t puissance n, il peut être négatif. Donc nous, on va s'intéresser. Je prends t compris dans l'intervalle moins 1, 1. Et je vais m'intéresser à la somme pour n supérieur à 0 dp de x égale n multiplié par t puissance n, tout ça en valeur absolue. Je vais m'intéresser donc à la convergence absolue. Ça, c'est quoi? Eh bien, ça n'est rien d'autre que la somme pour n positif des p de x égale n, qui est un nombre forcément positif puisque c'est une probabilité, multiplié par la valeur absolue de t puissance n. Bon. C'est une série à terme positif. Cette série est à terme positif. Je vous rappelle que pour les séries, mais également pour les intégrales, tous les théorèmes de comparaison, de négligeabilité et ainsi de suite ne fonctionnent qu'avec les séries ou les intégrales, dans le cas des intégrales, à terme positif. Donc il faut le dire. Donc cette série est à terme positif. Il y en a plusieurs, donc je mets un S. Et si je donne un entier n, vous avez P de x égale n multiplié par valeur absolue de t puissance n qui est plus petit que P de x égale n, puisque t en valeur absolue est inférieur ou égal à 1. Or, comme je l'ai mentionné au départ, cette série converge. Par comparaison, la somme pour n positif des valeurs absolues de P de x égale n t puissance n converge également. Très bien. Conclusion de tout ça, donc, la série somme des n positifs des p de x égale n t puissance n converge absolument. Et donc converge.
Et ce, pour n'importe quel t dans l'intervalle -1, 1. Donc on a bien ce que l'on voulait. On a donc g de x est défini pour tout t appartenant à -1. Première partie de la question. Deuxième partie, que vaut gx de 1? Bon. C'est la somme, pour n allant de 0 à plus l'infini, des p de x égale n, multiplié par 1 à la puissance n, c'est-à-dire la somme pour n allant de 0 à plus l'infini, de p de x égale n, et ça vaut 1. Gx de 1 vaut toujours 1. Alors, juste une petite précision, hein. J'ai démontré juste au-dessus que ma série convergeait dès lors que t était compris entre -1 et 1. Je n'ai pas dit qu'elle divergeait pour d'autres valeurs de t. Ça, on n'a pas cette information-là. Donc, première question terminée. Deuxième question. Donnez l'expression de gx de t lorsque x suit la loi de Bernoulli, lorsque x suit la loi binomiale, lorsque x suit la loi de Poisson. On va se placer dans le premier cas. Donc x suit la loi binomiale de paramètre p. On a donc x de oméga qui vaut 0,1, p de x égale 0 qui vaut 1 moins p, et p de x égale 1 qui vaut p. Bon. Si je me donne t un réel de -1, 1, gx de t, ça sera donc non pas la somme pour n allant de 0 à plus l'infini, puisque ma variable x ne peut prendre que deux valeurs, 0 et 1. Donc ça sera ce qui se passe pour p de x égale 0, multiplié par t à la puissance 0, plus p de x égale 1, multiplié par t à la puissance 1. En fait, on pourrait imaginer qu'il y ait d'autres valeurs, mais avec les probabilités qui soient nulles. Donc je vais avoir 1 moins p, multiplié par 1, plus p, multiplié par t, ce qui nous fait p multiplié par t, plus 1 moins p. Je vais laisser ça comme ça, c'est une fonction affine. Et donc, conclusion, alors si x suit la loi de Bernoulli de paramètre p, vous avez pour tout t appartenant à -1, 1, gx de t qui vaut pt plus 1 moins p. En fait, pour la loi de Bernoulli, pour la binomiale, comme ce sont des lois finies, on aura des sommes finies et on aura existence pour tout réel t en fait. Ça on remarque. Ici, gx existe pour tout réel t. Parce qu'on a une somme finie. Ça sera la même chose pour la petit b. Donc cette fois, on a x qui suit une binomiale de paramètres n et p. On a donc x de oméga qui est égal à 0n. Et pour tout cas appartenant à 0n, donc à x de oméga, p de x égale k est égal à k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. C'est du court. Hein. On a donc, c'est toujours pareil, je me donne t dans -1, 1. On pourrait même se donner t appartenant à R. Hein. J'ai donc gx de t qui sera la somme pour k allant de 0
à n, puisque au-delà, eh bien, il ne se passe plus rien. Des p de x égale k, donc je vais avoir des k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k, et tout ça c'est multiplié par t à la puissance k. C'est-à-dire la somme pour k allant de 0 à n, des k parmi n, pt à la puissance k, 1 moins p à la puissance n moins k. Je reconnais ici un binôme de Newton, et je vais donc avoir pt plus 1 moins p, le tout à la puissance n. Si jamais x suit la loi binomiale de paramètres n et p, alors pour tout t appartenant à R, gx de t est égal à pt plus 1 moins p, le tout à la puissance n. On peut remarquer que pour n égale 1, on retrouve la fonction génératrice de la loi de Bernoulli. Question C. Si x suit la loi de Poisson de paramètres lambda, donc si x suit p de lambda, alors vous avez x de oméga qui vaut, un petit peu mieux l'oméga, qui vaut n, et pour tout k appartenant à n, la probabilité que x soit égal à k, vous avez lambda puissance k exponentielle moins lambda sur factoriel k. Voilà notre loi de Poisson. Là, par contre, la convergence, elle n'est pas aussi simple. Elle n'est pas aussi simple que ça. Donc, on va se donner un réel t, et on va s'intéresser à la somme pour k positif des p de x égale k, t à la puissance k. C'est-à-dire la somme pour k positif des lambda t, le tout à la puissance k sur factoriel k, exponentielle de moins lambda. Bon, bah, ici on retrouve sans problème une série convergente. Hein. Cette série a la même nature que la somme des lambda t à la puissance k sur factoriel k, qui est convergente en tant que série exponentielle. Conclusion, donc Gx ici est défini sur R. Je me donne T1 réel, et on va s'intéresser à Gx de T cette fois, qui sera donc la somme pour k allant de 0 à plus l'infini des lambda t à la puissance k sur factoriel k exponentielle de moins lambda, c'est-à-dire exponentielle de moins lambda, somme pour k allant de 0 à plus l'infini des lambda t à la puissance k sur factoriel k, on va retrouver une exponentielle évidemment, exponentielle de moins lambda, exponentielle de lambda t, c'est-à-dire exponentielle de lambda t moins lambda. Voilà. Donc conclusion, si x suit la loi de Poisson de paramètres lambda, alors pour tout t appartenant à R, Gx de t est égal à exponentielle de lambda t moins lambda. Et voilà pour cette question 2C. Nouvelle page, on passe à la question 3. Cette fois, on a quelque chose d'un petit peu plus abstrait, puisqu'on ne nous donne plus des lois que l'on connaît, on nous dit juste que x et y sont des variables aléatoires discrètes, finies, à valeur dans 0n. Question 3a. Montrez que si x et y ont même loi, x et y ont même loi si et seulement si gx égale gy. Bon. Déjà, on peut remarquer ici que gx et gy sont des fonctions génératrices
deux variables discrètes finies. Ces fonctions sont donc définies sur R. Bon. Ensuite, si supposons que X et Y ont même loi. Alors, pour tout cas appartenant à 0 grand N, P de X égale K égale P de Y égale K, c'est le principe d'avoir la même loi, donc Gx est égal à Gy. Ça, c'est facile. Supposons maintenant que Gx est égal à Gy. Montrons que, pour tout cas, P de x égale K égale P de y égale K. Ça sera la seule façon de montrer que les deux variables aléatoires ont la même loi. Alors attention, en théorie, quand on doit montrer que deux variables ont même loi, il faut aussi montrer qu'ils ont le même support. Mais ici, cette information-là nous est déjà donnée dans l'énoncé, donc on n'a pas besoin de le montrer. Montrons que, pour tout cas appartenant à 0n, P de x égale K égale P de Y égale K. Bon. Comment est-ce que l'on peut obtenir ça? Si on regarde notre fonction génératrice, on a une somme, donc on va avoir, si on regarde, comment dire, c'est si on regarde juste l'égalité Gx égale Gy, on a pour tout t, et c'est ça qui est important, pour tout t, on a deux sommes qui sont égales. On a, pour tout t appartenant à R, la somme pour n allant, alors je vais l'appeler K ici, parce qu'il va déjà y avoir du grand N, des P de x égale K, t à la puissance K, est égal à la somme, pour K allant de 0 à grand N, des P de y égale K, t puissance K. Voilà ce que l'on a montré. Et ça, c'est valable pour toutes les valeurs de t. Alors évidemment, ça va être valable pour t égale 0. Est-ce que ça, c'est intéressant? Alors oui, ça va être utile, puisque, par exemple, en 0, qu'est-ce qui se passe? Vous avez, pour presque toutes les valeurs de k, 0 à la puissance k va faire 0. Je dis presque toutes parce qu'il y en a une qui ne va pas faire 0 et c'est ça qui va nous faire toute la différence. C'est ce qui se passe pour k égale 0. Pour k égale 0, t à la puissance k vaut 0 puissance 0 et ça par convention ça vaut 1. Et donc dans nos sommes, que va-t-il rester? Il reste donc la probabilité d'avoir x égale 0 est égale à la probabilité d'avoir y égale 0. Donc on a ces deux probabilités-là qui sont égales. Alors évidemment, vous allez me dire, il en reste beaucoup. C'est vrai, il va falloir qu'on trouve un moyen d'obtenir les autres probabilités. Qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, il y a plusieurs façons de s'y prendre. Il faudrait essayer de faire baisser la puissance de t dans l'histoire. Donc, soit on va essayer de dériver, et puis en dérivant successivement, eh bien, on devrait obtenir ce que l'on veut, soit pour faire baisser la puissance de t, il y a une autre façon de faire, qui est la factorisation. Donc, je vais vous proposer deux méthodes. La méthode 1, ça va être la plus simple. Alors la plus simple, pas tout à fait quand même. Enfin, d'après moi, c'est la plus simple, mais c'est pas une méthode que l'on peut vraiment qualifier de très simple. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? On doit avoir, pour tout t appartenant à R, eh bien, la différence des sommes qui doit être égale à 0, c'est-à-dire la somme pour k allant de 0 à grand N,
des P de x égale K moins P de y égale K. Tout ça multiplié par T puissance K qui doit être égal à 0. Bon. Pour K égale 0, il y a égalité. Donc en fait, il y a égalité de P de x égale K et de P de y égale K. Donc la différence vaut 0. Si la différence vaut 0, ça veut dire que ma somme, je peux la commencer à partir de 1. Et, comme j'ai au moins un élément dans la puissance, je peux mettre un t en facteur. Je vais avoir t multiplié par la somme pour k allant de 1 à grand N, des p de x égale k, moins p de y égale k, t puissance k moins 1, qui doit être égal à 0. Bon. Alors, on peut faire un changement d'indice, mais ici, ce n'est pas vraiment nécessaire. Et ça, cette égalité, elle est vraie pour tout réel t. Et c'est ça qui est important. Parce que j'ai donc deux possibilités. Donc, soit vous avez t qui vaut 0, ou alors, c'est la somme qui vaut 0. Et on a ça. Alors, je suis en train de montrer que j'ai fait ça un petit peu grand. Voilà. Et donc, j'obtiens une somme qui doit être toujours égale à 0 pour tout t différent de 0. Et quand je dis que c'est un petit peu compliqué, cette somme, en fait, et bien sûr, si je regarde la somme qui est à gauche, là, c'est une fonction qui est continue en t. Donc, on a donc, pour tout t appartenant à R étoile, la somme pour k allant de 1 à grand N, des P de x égale K, moins P de y égale K, T puissance K moins 1, qui est égal à 0. Évidemment, là, on voudrait pouvoir utiliser la même propriété qu'avant, qui est de regarder ce qui se passe pour t égale 0, d'utiliser le fait que 0 puissance 0 égale 1, pour s'en sortir. Mais on ne peut pas, puisque l'égalité, elle est vraie pour t appartenant à R étoile, elle n'est pas vraie pour t égale 0. Mais en fait, on va montrer qu'elle est quand même vraie par continuité. Or, la fonction qui à t associe cette chose-là, elle est continue sur R. Donc, en 0, elle vaut la limite. Je vais l'appeler phi, par exemple. Par continuité, phi de 0, ça sera donc la limite quand t tend vers 0 de la somme, en fait. T différent de 0, je vais noter ça comme ça. Des p de x égale k, moins p de y égale k, c'est t puissance k moins 1. Et la limite de 0, elle vaut 0. D'où y compris pour t égale 0, donc pour tout t appartenant à R, cette somme vaut 0. Et donc, y compris pour 0, et c'est ça qui est important. Et donc, pour t égale 0, on obtient plein de choses qui sont multipliées par 0 qui sont égales à 0. Il nous reste la probabilité que x soit égal à 1, moins la probabilité que y soit égal à 1, multiplié par 0 à la puissance 0 est égal à 0, d'où la probabilité que x soit égal à 1, moins la probabilité que y soit égal à 1 vaut 0.
Et donc, P de x égale 1 égale moins, égale P de y égale 1. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va itérer le procédé. On itère ce procédé. On met t en facteur. Par continuité, on montre que la somme pour k allant de n0 à grand N des p de x égale k moins p de y égale k t puissance k moins n0 vaut 0 pour tout réel. Et on en déduit que la probabilité que x soit égal à n0 soit égale à la probabilité que y est égal à n0. X et y ont donc même loi. Alors si on voulait vraiment le faire très proprement, il faudrait, je pense, une récurrence pour justifier ça. Seconde méthode, alors je vais sauvegarder. Zut. Tac, méthode 2. En dérivant. Donc là, on a fait baisser la puissance de k en mettant t en facteur. Et là, on va faire baisser la puissance en dérivant. Première remarque, on remarque que les fonctions gx et gy sont de classe C infinie sur R en tant que somme finie. Alors attention, hein, on se place bien dans le cadre de la question 3a, c'est-à-dire avec des variables aléatoires discrètes et finies. Hein. Sinon, ce que je viens de dire ne s'applique pas. Hein. En tant que somme finie de telle fonction. Et on va s'intéresser à g'x de t, qui va être égal à quoi? Qui va être égal à la somme pour k allant de 1 à grand N, des p de x égale k, multiplié par t puissance k moins 1. Bon. Et j'ai oublié quand même de multiplier ça par k. Et même chose, j'applique en 0. G'x de 0 va être égal à quoi? Eh bien, il va juste me rester une fois p de x égale k. De même, hein, G'y de 0 va être égal à, cette fois, p de y égale k. Bon. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on sait que comme gx est égal à gy, eh bien, g'x va être égal à g'y, d'où ici j'ai marqué c'est égal 1, hein, d'où p de x égale 1 égale p de y égale 1. Bon. Alors, si on dérive une deuxième fois, que va-t-il se passer? Je vais avoir une somme qui va commencer à 2 cette fois. Je vais avoir du k, facteur de k-1, et ça va me poser en quelque sorte un petit souci. P de x égale k, t puissance k-2 cette fois. Bon. Et je regarde ce qui se passe en 0, toujours pareil. Hein. G seconde x de 0, il va me rester qu'un seul terme dans ma somme, c'est mon premier. Je vais avoir 2, P de x égale 2. Bon. De même, je vais avoir G seconde y de 0 qui va être égal à 2 P. Là, je vais essayer de faire un peu mieux les P.
P de y égale 2. Conclusion. Bah, par égalité, hein, on va voir le même. P de x égale 2. En fait, on va avoir 2P de x égale 2 égale P de y égale 2. Et de même, en dérivant successivement, on obtiendra alors gx dérivé k fois en 0 sera égal à, en fait si on regarde le coefficient, on va avoir un factoriel de pour le seconde. Pour la dérivée troisième, eh bien, je vais avoir un k, k-1, k-2, mais le k commencera à 3. Donc en fait, je vais avoir du factoriel k, p de x égale k, et g dérivé km de y en 0 sera égal à factoriel k, p de y égale k. D'où l'égalité que je veux. D'où, pour tout cas appartenant, c'est 0n. P de x égale k égale p de y égale k. X et y. On l'a aussi. Même loi. Et voilà pour cette question. Un peu technique. Hein. Disons qu'il fallait vraiment voir ce 0 puissance 0 qui faisait le tout, et puis ensuite voir qu'il fallait faire baisser la puissance de k, et pour ça on avait deux façons de faire. Question B. Montrer que si x et y sont indépendantes, alors g x plus y égale gx multiplié par gy. Bon, très bien. Supposons que x et y sont indépendantes. Très bien, je vais m'intéresser à gy, soit t appartenant à R. Évidemment, x plus y est une variable discrète à valeur dans 0, 2n. Donc j'ai une fonction de répartition, une fonction génératrice qui est définie sur R, c'est pour ça que je prends t appartenant à R, et je vais avoir gx plus y de t, qui sera la somme, pour k allant de 0 à 2n, des p de x plus y est égal à k, multiplié par t puissance k. C'est la définition, hein, je ne change rien. Bon. Ce qu'il faudrait, c'est que je réussisse à exprimer p de x plus y égale k en fonction de p de x et de p de y, puisque c'est ça que je veux. Or, si je prends k dans 0, 2n, qu'est-ce que je peux dire de p de x plus y égale k? Eh bien, je vais pouvoir utiliser la formule des probabilités totales avec un système complet d'événements en disant, par exemple, que c'est la somme pour i allant de 0 jusqu'à k des p de x égale i et x plus y égale k, en utilisant par exemple la formule des probabilités totales, même si c'est long, je l'écris en entier, avec le système complet d'événements lié à la variable x. Et j'ai donc la probabilité que x plus y soit égal à k, qui sera donc la somme pour i allant de 0
à k des p de x égale i multiplié par la probabilité. Si j'ai x qui vaut i et x plus y qui est égal à k, je vais avoir y est égal à k moins i. Et je devrais avoir en théorie une probabilité conditionnelle, mais je n'en ai pas ici par indépendance de x et y. Ce qui me permet d'écrire mon gx plus y de t, qui sera donc la somme pour k allant de 0 à 2n, de la somme pour i allant de 0 à k, des probabilités que x soit égal à i, multiplié par la probabilité que y soit égal à k moins i, tout ça multiplié par t à la puissance k. Bon. Évidemment, l'idée, c'est quoi là-dedans? L'idée, ça va être de venir distribuer d'une certaine façon le t sur les deux. Donc je vais avoir la somme pour k allant de 0 à 2n, ça ne change pas, de la somme pour i allant de 0 à k, des p de x égale i multiplié par t à la puissance i, multiplié par la probabilité d'avoir y qui vaut k moins i, multiplié par t à la puissance k moins i. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, eh bien, il faudrait découper ça en deux morceaux. Vous avez donc k qui va de 0 à 2n, i qui va de 0 à k. Et peut-être qu'on pourrait regarder ce qui se passe en interchangeant la sommation, en interchangeant l'ordre de sommation. Donc je vais avoir une somme qui va d'abord aller sur i, une deuxième somme qui va aller sur k. Bon. I va de 0 à k, et k va de 0 à 2n. Donc i va de 0 en fait à 2n. Mon k là-dedans, il va où? Le k doit être plus grand que i. Donc il va aller de i jusque 2n en fait. D p de x égale i, t puissance i, p de y est égal à k moins i, t puissance k moins i. L'intérêt d'avoir fait cet échange dans l'ordre de sommation, c'est que je vais pouvoir en sortir des morceaux. Je vais donc avoir la somme pour i allant de 0 à 2n, des p de x égale i, t puissance i, multiplié par la somme pour k allant de i jusque 2n, des p de y est égal à k moins i, t puissance k moins i. Oui. Voilà. Dans ma deuxième somme, on va pouvoir poser par exemple quelque chose égal k moins i. L par exemple. Voilà, alors ici c'est 2n. L au minimum va être égal à 0, et ici au maximum k moins i
Je vais donc avoir du 6k du 2n moins i. La probabilité que y soit égal à L multiplié par t puissance L. Je peux remarquer maintenant que mes deux indices sont distincts l'un de l'autre. Et si jamais vous avez i qui est plus grand strictement que n, p de x égale i vaut 0. Et si L est strictement plus grand que n, ce qui va forcément se produire à un moment donné, s'il est trop grand, vous avez P de y égale L qui vaut 0. D'où G x plus y de t, ça sera la somme en fait pour i allant de 0 à grand N seulement, des P de x égale i. C'est là que je me dis qu'en fait, dès le départ, j'aurais pu sans doute bricoler un petit peu plus rigoureusement les indices pour éviter cette étape, mais en même temps, c'est pas un souci. Multiplié par la somme pour L allant de 0 à grand N aussi. Alors, la question qui se pose ici, c'est est-ce qu'on va vraiment jusqu'à grand N ou est-ce qu'on ne pourrait pas s'arrêter carrément avant? I est compris entre 0 et 2N. Mais, d'après cette nouvelle proposition, en fait, un I est compris entre 0 et grand N. Donc, au maximum, I vaut grand N, et donc au maximum, enfin au minimum, je vais arriver à grand N ici. Donc, ça fonctionne très bien. Multiplié par P de y égale L t puissance L, c'est-à-dire Gx de t multiplié par Gy de t. Et donc on a exactement ce que l'on voulait. On a donc, si x et y sont indépendantes, alors g de x plus y est égal à gx multiplié par gy. Un petit peu délicat, mais je trouve ça quand même un petit peu plus aisé que la question précédente. Question C. On suppose que x et y sont indépendantes, et de même loi BNP, donnez la loi de x plus y à l'aide des résultats précédents. Bon, bah très bien. Si x et y sont indépendantes, et de loi BNP, alors Gx de t, alors pour tout t appartenant à R, Gx de t, ça sera la même chose que Gy de t, puisque c'est la même loi. Et ça, la BNP, on l'a déjà vu il y a un petit moment. Voilà, pt plus 1 moins p à la puissance n. Nous, Gx plus y de t, alors nous, pour tout t appartenant à R, Gx plus y de t, ça sera le produit des deux, c'est donc Gx de t, Gy de t, c'est-à-dire pt plus 1 moins p, à la puissance n multiplié par la même chose à la puissance n, c'est-à-dire à la puissance 2n. Or, z qui suivrait une loi b de 2np a pour fonction génératrice Gz qui à t va associer justement pt plus 1 moins p à la puissance 2n. Très bien. Donc, x plus y et z ont la même loi.
x plus y suit la loi B de 2np. Rappelez la propriété, on a redémontré. La propriété de stabilité des lois binomiales. Et voilà pour cette question, qui vient clore la question 3. Question pas très difficile, mais qui s'appuie forcément sur tout ce que l'on a fait avant. Question 4. Soit x une variable aléatoire discrète à valeur dans 0n, exprimez e de x et v de x à l'aide de g'x de 1 et g seconde x de 1. Retrouvez ainsi l'espérance et la valence d'une loi binomiale. Machin, bon, très bien. Alors, donc, j'ai pour tout t appartenant à R, gx de t est égal à la somme pour k allant de 0 à grand N des p de x égale k, t puissance k. Gx est dérivable, on a déjà utilisé cette propriété. Donc, pour tout t appartenant à R, g'x de t, ça sera donc la somme pour k allant de 0 à grand N des k, p de x égale k, t puissance k-1. Alors, cette formule est valable également pour t égale 0, puisque pour t égale 0, vous avez la multiplication par 0 qui vaut, qui annule le terme pour k égale 0, donc c'est pas un souci de regarder ce qui se passe pour t égale pour k égale 0. Donc, on a donc gx de 1 qui sera égal à la somme pour k allant de 0 à grand N des k, p de x égale k, c'est-à-dire qui vaut l'espérance de x. On a montré, donc l'espérance de x, c'est g'x de 1. Dans ce cas-là, hein, j'ai pas la peine de me poser la question de l'existence de l'espérance, puisque je rappelle qu'on est sur une loi finie. Donc on n'a pas de problème d'existence, c'est toujours le cas. Par ailleurs, que se passe-t-il? Vous avez g seconde x de t, qui sera égal à la somme pour k allant de 0 à grand N des k, k-1, p de x égale k, t puissance k-2. Là non plus, ça ne nous pose pas de problème, puisque pour k égale 0 et k égale 1, les premiers termes de la somme sont aussi nuls. On a donc g seconde x de 1 qui sera égal à la somme pour k allant de 0 à grand N des k, k-1, p de x égale k. Et qu'est-ce que c'est que cette chose-là? En fait, ça va être la variance. Hein. Mais comment l'expliquer proprement? C'est l'espérance, ça, de x, facteur de x moins 1, c'est-à-dire l'espérance de x carré moins x
des bêtises, c'est pas exactement la variance. Vous avez donc E de x carré moins x, c'est-à-dire E de x carré moins E de x. Alors nous, ce qu'on voudrait, c'est exprimer la variance, si ma mémoire est bonne, oui. Or, V de x, alors, je vais faire un V normal. Un V de x, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. C'est-à-dire l'espérance de x carré moins l'espérance de x plus l'espérance de x moins l'espérance de x au carré. C'est-à-dire ben, G seconde de 1 qui est ici plus l'espérance c'est G' x de 1 moins G'x de 1 au carré. C'est une formulation un peu lourde, mais bah, c'est celle-là. G seconde de 1 plus G'x de 1 facteur de 1 moins G'x de 1. Voilà, avec une petite mise en facteur, c'est peut-être un petit peu plus simple. Hop, hop, hop. Et il nous reste à terminer la question. Retrouver ainsi l'espérance et la variance d'une binomiale, machin. On en déduit, pop. Si jamais x suit la loi binomiale de paramètres n et p, vous avez gx de t qui est égal à pt plus 1 moins p à la puissance n, et donc g'x de t n u', u puissance n moins 1, et donc g seconde qui va être égal à np, n moins 1, encore p, et pt plus 1 moins p à la puissance n moins 2. Très bien. D'où e de x qui est g' de 1, qui va être donc égal à np, facteur de p plus 1 moins p, c'est-à-dire np. Pas de problème, ça fonctionne bien, décidément. Et v de x, c'est là qu'on va contrôler si la formule fonctionne ou pas. C'est cette formule un peu moche. Donc g seconde x de 1 plus g'x de 1, facteur de 1 moins g'x de 1. C'est-à-dire g seconde de 1, j'ai np, facteur de n moins 1 p, facteur de p plus 1 moins p, ben ça me fait 1, plus g'x de 1 np, facteur de 1 moins np. Je peux mettre largement np en facteur, np facteur de n-1, alors facteur de np moins p, plus 1 moins np, c'est-à-dire np facteur de 1 moins p. Zut.
un petit bug. Donc, NP facteur de 1 moins P. Et je retrouve bien mon NPQ, puisqu'on note traditionnellement Q égale 1 moins P. D'où V de X égale NP facteur de 1 moins P. On a bien retrouvé ce qu'il fallait. Et voilà pour cet exercice.